Christophe, on est bien sûr très heureux de vous trouver par Internet, par Skype. Chez nous, on est confinés, on se joint parfois à 2 kilomètres de distance, mais là, vous êtes très très loin de chez nous. Vous êtes où, Christophe? Bien, j'habite Séoul, la ville de Séoul en Corée du Sud. Si vous voulez, je peux vous montrer l'image de ma fenêtre. Allez, vous nous Allez, emmenez pour ce petit voyage. voilà, la ville de Séoul à 17h30 le soir. Alors là, c'est Pukangsan, la montagne de Pukangsan. Voilà, je suis D'accord, dans le secteur nord de Séoul. parfait. Alors, vous êtes en Corée du Sud depuis maintenant plus de 15 ans. Quelle est votre mission? Elle a évolué, mais elle a des caractéristiques très spéciales maintenant. Et moi, je suis parti avec les missions étrangères de Paris et donc je suis maintenant depuis plus de 15 ans en Corée. J'ai commencé en travaillant 6 ans dans le Chollabuk-do et puis maintenant je suis nommé à Séoul pour une mission très particulière puisque c'est soutenir l'aide médicale en Corée du Nord pour justement une autre épidémie, l'épidémie de tuberculose et particulièrement les patients de la tuberculose résistante, atteints de la tuberculose résistante. Donc on a une équipe médicale dans laquelle je participe, je coordonne et puis je fais aussi, j'ai appris à faire des analyses médicales. Donc du coup, je suis un peu en charge de monter le laboratoire mobile et puis de l'installer et puis de travailler avec les médecins. Voilà. Et vous avez pu obtenir l'autorisation d'aller en Corée du Nord pour faire ces missions dans le cadre d'une organisation très mise au point avec les autorités, sans doute. De fait, je travaille avec une fondation qui est d'origine protestante, qui s'appelle Yunjin Bell, et qui a une longue expérience avec la Corée du Nord, puisque le nom de Yunjin Bell, c'était le grand-père de la personne avec qui je travaille maintenant, et qui était pasteur en Corée du Nord, il y a bien sûr plusieurs dizaines d'années. Et donc, il y a toujours eu cet attachement un peu à aider le peuple nord-coréen, hein. On fait bien la distinction entre le peuple et le régime. Et puis, c'est comme ça qu'on a réussi à créer un certain nombre de liens. Et aujourd'hui, étant donné les besoins de la Corée du Nord dans le domaine des épidémies, eh bien, le ministère de la Santé nous accorde des autorisations pour venir et on travaille en partenariat de fait. Alors ça, c'est une part importante de votre mission, mais vous en avez d'autres aussi à Séoul. Oui, parce que ça occupe pas tout mon temps. Et donc, entre-temps, entre mes voyages en Corée du Nord, il y a la paroisse francophone. Donc, j'ai pris la relève d'un de mes confrères qui avait assuré pendant plus de 15 ans cette responsabilité. Donc, c'est une paroisse pas très grande, on est une centaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont tous des actifs. Donc, c'est relativement jeune, avec beaucoup d'enfants. Et on a aussi une forme de multiculturalisme parce qu'il y a des gens qui viennent d'Afrique, hein, la partie africaine, on parle français. On a parfois aussi des Québécois. Voilà, donc on a, et puis des Coréens qui ont envie d'apprendre le français. Voilà, donc ça permet aussi de mixer un peu et de prier ensemble, de rencontrer la Corée et puis d'avoir une petite vie communautaire. Peut-être le point intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes recommençants parce que quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas de base et qu'on ne sait pas comment rencontrer les Français, la paroisse devient peut-être un lieu où on vient retrouver ses racines plus facilement qu'en France. Voilà. Alors, c'est à la fois le monde entier, la catholicité, on peut dire, autour de vous, et puis aussi à travers le français, justement, eh bien, notre pays bien représenté par cette paroisse. Oui, oui. Alors bon, il y a bien sûr il y a quelques associations françaises, hein, mais je crois qu'on a un rôle important là, effectivement, pour l'insertion des Français qui arrivent en Corée. Et puis, encore une autre partie de votre temps pour une mission en lien, finalement, avec ce que vous faisiez auparavant. Voilà. Auparavant, je travaillais avec la pastorale des migrants, hein, on appelle donc Liju Samok. Donc, je travaille toujours à Séoul avec le bureau de la pastorale des migrants. Plus particulièrement, je donne un coup de main à une sœur qui s'occupe d'un foyer qui s'appelle Betania. Donc, on accueille des personnes qui travaillent en usine ou qui cherchent du travail et qui vont avoir une opération ou qui sont en convalescence. Donc, voilà. Donc, on a tout un travail avec eux pour les accompagner à l'hôpital, pour trouver aussi parfois les financements parce que il n'y a pas la sécurité sociale. Et donc voilà, donc c'est parfois un peu compliqué. Je suis aussi aumônier international de la JOC en Asie. Donc Ah je oui? coordonne un petit peu, je coordonne la JOC du Cambodge, la JOC un petit peu de Corée qui essaie de renaître, et puis on a aussi de la JOC aux Philippines, voilà. Donc j'essaye, là c'est un travail beaucoup par Internet quand même, hein, Bien sûr. mais d'accompagner des laïcs ou des prêtres qui essayent de fonder dans les cités ouvrières la JOC.
Alors ça, c'est vos racines ricamandoises et de la vallée de chez nous, de la Ah vallée de bah oui, l'Andelle. oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. La JEC restera toujours quelque part dans mon cœur, hein, bien sûr. Alors, on va en venir maintenant bien, à ce qui s'est passé dans votre pays, puisque votre dernier poste se termine par «On commence à voir le bout du tunnel». Alors, la première question qu'on se posait avec Jean-Marc, c'est: vous êtes entré dans ce tunnel de cette pandémie mondiale, comment? Et puis, bien sûr, vous allez nous expliquer comment la Corée est arrivée progressivement à juguler cette pandémie terrible. Il faut bien situer la Corée, hein. La Corée a une frontière avec la Corée du Nord qui elle-même a une frontière avec la Chine, c'est-à-dire on est très proche de la Chine. Donc on est très sensible aux informations qui viennent de la Chine. Donc dès que l'épidémie a éclaté en Chine, on n'a pas du tout la même réaction qu'il a pu se produire en Europe. C'est quand même un pays voisin, donc on est tout à fait sensible à ce qui s'y passe. Donc dès que l'épidémie a éclaté en Chine, ici des mesures d'alerte ont été mises en œuvre, notamment autour de stabiliser le nombre de masques, stabiliser la production de gel, voilà. Mais il faut dire que la Corée a quand même eu des expériences aussi de maladies contagieuses, hein, en 2004 et en 2008 avec le SMERS, le H1N1. Et donc il y a quand même c'était bien sûr pas un niveau comme on a aujourd'hui, mais il y avait quand même une expérience dans laquelle ils ont pu tirer une pratique qui aujourd'hui a pu être mise en application. C'est ce qui explique que la Corée aujourd'hui s'en sort plutôt pas trop mal. Voilà. C'était début de l'année, vers le mois de janvier. Les premiers cas ont été. C'est très bien parce que j'ai dû partir 4-5 jours en France pour une réunion. Et donc, quand je suis parti en France autour du 26 janvier, il y avait 2 cas en Corée. Puisque mes amis m'ont dit mais c'est pas toi qui va nous amener la Le virus. maladie. Et puis, je me souviens d'un de mes amis qui me dit oh, mais ça risque pas d'arriver chez nous, c'est tellement loin. Et il faut toujours être prudent avec ce genre de choses. Et puis, donc, la semaine où je suis rentré, ça a commencé. Et puis après, il y a eu une explosion sur une semaine, on va dire. Pendant une semaine, ça a été très dur en Corée parce que c'était un peu limite au niveau pour stabiliser le nombre des patients parce que tout a été concentré sur une seule ville, de fait. C'est-à-dire, c'est à Daegu où tout pratiquement, là, il y a eu que dans cette région-là. Où les patients, les gens ont été contaminés à cause d'une secte qui n'a pas joué le jeu et qui a continué à organiser des rassemblements, et notamment le patient 31 qu'on appelle, qui ne s'est pas signalé quand il avait de la fièvre et qui a contaminé un certain nombre de personnes dans cette ville. Voilà. Et donc il y avait, voilà, tout a été lié un peu, et donc tout a été concentré dans la ville. Donc là, les structures hospitalières ont eu du mal à tenir le choc. Les mesures qui ont été prises à ce moment-là pour éviter que le Covid-19 se propage dans le pays, c'était quoi? Des mesures fortes? La première des mesures, mais c'est même pas une mesure parce que les Coréens, vous voyez, j'allais dire en France, quand on a un rhume ou une grippe, bon, on a un système qui nous permet de prendre des congés, de toucher une partie de son salaire. Donc, on le vit de manière un peu, c'est moins tragique, on va dire. Bon, on n'aime pas être malade, mais financièrement, on peut s'en sortir. En Asie, particulièrement en Corée, tomber malade, c'est quand même la santé, c'est quand même un atout particulier parce que quand vous êtes malade, vous n'avez pas de salaire. Donc, automatiquement, dans les périodes de grippe, de gastrite, les Coréens ont tendance à porter des masques. C'est une pratique qui est déjà entrée depuis belle lurette dans l'habitude du peuple coréen. L'habitude, c'est de plutôt prendre des masques dans les transports en commun. Et puis là, il y a eu un moment, il y a eu un petit instant de rupture parce que les gens ont pris peur, ils ont vu que ça allait durer. Donc ça, c'est extraordinaire, hein. Le gouvernement a senti qu'il y avait une petite panique qui s'est installée autour des masques. Donc, dans l'après-midi, il a fait fermer les pharmacies et il a instauré en moins d'une journée un système de rationnement des masques avec la carte d'identité. Ce qui veut dire qu'on était enregistré nationalement quand on achetait nos masques. On avait le droit à 2 masques par semaine. Voilà. Pour éviter que des gens fassent des stocks et fassent du commerce aussi. Parce que Les pharmacies ont fermé, tous les lieux publics après ont fermé. Alors, on pense aux écoles, aux salles de spectacle. Comment ça s'est passé, la fermeture de tous ces lieux? Les églises aussi ont fermé. les églises et on va dire, les salles de sport, les discothèques, tous les lieux un peu où on est proche, où on chante, où la maladie les écoles ont été fermées. Par contre, tout ce qui est de l'ordre du commerce, des artisans, des restaurants, des bars, ça a été laissé ouvert. C'était la décision du gouvernement en disant il faut avoir une attitude de distanciation, donc mettez-vous par maisonnée à la table, mais ayez une distance d'1 mètre.
Voilà. Et dans la rue, éviter d'être trop proche. C'était plus des conseils que les Coréens ont plutôt bien mis en pratique les premières semaines. Alors, les premiers malades sont apparus, le système de santé a réagi, et puis une fois que les malades ont été identifiés, là aussi, des mesures fortes ont été prises pour contrôler, confiner, repérer les personnes qui avaient été en contact avec des malades. Et là, ça s'est fait par le téléphone, ça s'est fait comment? Eh bien, comme la Corée du Sud a vécu précédemment en 2008 une épidémie et en 2004, ils ont décidé à la suite de ces périodes de maladie de créer une instance indépendante, totalement indépendante. C'est-à-dire que la personne qui gère aujourd'hui le Covid-19 en Corée, c'est pas un membre du gouvernement, c'est une institution totalement indépendante qui a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les décisions d'achat de masques, de gel, de mesures. Et donc, c'est en dehors du gouvernement. Et c'est ce qui fait que il y a une loi qui a été votée donc aussi en 2000, je n'ai pas la date exacte, mais après la deuxième épidémie, et qui a dit que en cas de crise militaire, parce qu'on a notre voisin parfois aussi qui nous fait des surprises, ou en cas de crise sanitaire, on avait le droit de demander, mais il faut que le patient, les gens, on leur dit qu'ils signent un papier, ils donnent l'autorisation, mais ils sont obligés de le signer en même temps. Bon. Donc quoi, ils autorisent, mais on les informe, ils autorisent à ce qu'on utilise leurs données de téléphone, de carte bancaire, sur les, on va dire, les 2 semaines qui ont précédé la maladie. C'est rétroactif, ça ne peut pas être après. C'est-à-dire que c'est rétroactif, c'est encadré par la loi. Ce qui fait que c'est bien une décision démocratique. C'est pas du tout comme on a pu le dire dans la presse, un régime dur qui suit ses. Non, non, c'est bien encadré par la loi. Et ces données, elles sont dans des serveurs indépendants du gouvernement, puisque l'institution est indépendante, et elles sont détruites à la fin de l'épidémie. Donc, c'est quand même important de savoir ça, parce que j'ai lu beaucoup de choses dans la presse française qui disaient oui, les Asiatiques, ils ont l'habitude d'être contrôlés, c'est pas des régimes très démocratiques. Non, c'est faux. La Corée du Sud est un pays très démocratique, et qui, au contraire, a mis beaucoup d'encadrement pour le suivi de ces données-là. Alors, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que lorsque quelqu'un est repéré, testé, là aussi, il y a une campagne de test très importante. Dès que, par exemple, quelqu'un a de la température lorsqu'il entre dans un lieu public, on le teste et puis on le confine. Ça se passe comme ça? Eh bien, comme c'était une campagne de dépistage ciblé, c'est-à-dire, par exemple, dès qu'on avait un patient qui était malade, automatiquement, on prenait ces données et durant les 10 jours précédents, on repérait les bâtiments et les personnes qui avaient été rencontrées. Ensuite, toutes les personnes qui étaient passées dans ces bâtiments recevaient automatiquement sur leur téléphone portable un message leur précisant qu'ils avaient été dans un bâtiment où il y a un cas positif. Donc, ils devaient se présenter aux hôpitaux pour faire un test. Ce qui fait que le dépistage a été très ciblé. Il n'a pas été massif à toute la population parce que c'est impossible à faire. Bon, ils avaient des capacités de dépistage qui étaient quand même supérieures à celles de la France. C'était 18 000 tests par jour, alors qu'au début de la crise, la France avait 4 000 tests par jour. Mais donc, une fois que les gens étaient dépistés positifs, ils étaient immédiatement isolés dans des structures qui sont soit des hôtels, soit des structures indépendantes. Et en cas, bien sûr, de symptômes cliniques, fièvre ou des symptômes cliniques beaucoup plus importants, hospitalisés. Alors, ce système a permis finalement de stopper cette semaine, vous nous avez expliqué cette semaine un peu d'affolement où on avait l'impression que c'était hors contrôle, et peu à peu, les autorités et le peuple coréen a repris le contrôle de la maladie, de la pandémie. C'est oui, comme ça que ça s'est passé. Voilà, et donc ça a baissé, et puis la vie a continué, et c'est ça qui est important, je crois, parce que c'est pas une épidémie, enfin, c'est pas on a l'épidémie et puis après on revient à la vie normale, c'est un long processus et donc il faut qu'une population elle apprenne. Alors ça, peut-être qu'en France on a oublié, on a peur de ça, mais apprendre à vivre avec la maladie avec des mesures de sécurité. Et aujourd'hui, le fait qu'il y a des milliers d'endroits dans le monde où les gens vivent avec des épidémies, la tuberculose, le choléra. Seulement, en Europe, on avait un peu oublié ça, on le voyait ça de loin, et donc ça nous touchait moins. Mais du coup, on peut vivre, si on se lave les mains, on porte les masques, on fait attention un petit peu à la manière dont on vit, c'est fort possible, petit à petit. Et puis, quand on aura réduit le nombre de cas positifs, aujourd'hui, on a 10 cas par jour, donc ce qui est quand même pas énorme.
Et d'autant plus que la moitié sont souvent des gens qui viennent de l'étranger, parce que le pays n'a pas fermé ses frontières. Mais toutes les personnes qui arrivent à l'aéroport sont soumises à un test. La solution, c'est la discipline. Non, la solution, c'est une forme d'éducation à vivre à vivre avec une maladie, et puis avoir, bien sûr, peut-être ce qui a manqué en France, les moyens de sa politique. C'est-à-dire, c'est clair qu'il faut avoir des masques, il faut avoir du gel, bon, ça, si on n'a pas ça, des moyens de tester. Donc, il faut aussi qu'il y ait des investissements qui soient faits dans ces domaines. Mais je dirais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y ait une instance indépendante qui puisse, en dehors des gouvernements, prendre toutes les décisions qui s'imposent. Parce que parfois, les décisions sont trop liées à des décisions politiques. C'est-à-dire, là, on a bien vu en France, il ne fallait pas dépenser trop d'argent. Et donc, du coup, il y a une politique qui a conduit le pays à plus avoir les moyens d'avoir une politique de réponse à une épidémie. Cette décroissance progressive, grâce à toutes les mesures que vous venez de nous raconter, nous décrire, a permis la tenue d'élections démocratiques qui ont vu une participation très très importante. Et là aussi, c'était par certains côtés un début de commencement de la sortie du tunnel. Oui, je crois que le gouvernement Alors, la Corée du Sud est une démocratie depuis les années 90. Donc, ça fait à peu près 30 ans. Donc, il y a eu la question qui s'est posée d'annuler les élections ou de les reporter. Mais pour une jeune démocratie, annuler des élections, c'est un acte très grave, parce que c'est quand même ce qui fonde la vie démocratique. Donc, le peuple coréen et les responsables politiques n'ont pas voulu prendre ce risque. C'était un symbole beaucoup trop fort quand on a vécu en dictature. Donc, ils se sont donné les moyens, là aussi, d'avoir des élections. Alors, je peux vous dire comment ça s'est passé, parce que je suis allé voir. J'ai accompagné des amis. Donc, vous arrivez à l'entrée, on prend votre température. On vous remet des gants en plastique à l'entrée, un masque, vous devez avoir votre masque. Donc, vous prenez tout avec vos gants, vous mettez dans une enveloppe, et une double enveloppe, parce que les gens qui vont décacheter, eux aussi, ils auront des gants, et donc ils toucheront la première enveloppe, elle sera touchée par personne. Plus, vous passez dans un sas pour voter, un isoloir, et dès que vous sortez de cet isoloir, il y a quelqu'un qui vient et qui le désinfecte automatiquement. Voilà. Il n'y a aucun contact entre les gens. Et donc, à partir de ce moment-là, tout s'est déroulé dans une grande discipline. Moi, j'ai été impressionné. Et d'une participation très importante et des résultats qui renforcent la démocratie en Corée. Eh bien, c'est vrai que, sincèrement, ce sont le parti démocrate qui a remporté les élections, qui est au pouvoir avec le président Moon Jae-in. Et avant le Covid-19, il était un petit peu en difficulté, parce qu'il avait une politique très sociale, mais l'économie du pays, les gens étaient un peu insatisfaits, notamment la montée du chômage. Et puis, vu l'attitude qu'il a eue pendant la crise, la manière dont a été gérée l'épidémie, ils ont redoré leur blason. Ils ont remporté les élections, je crois, 280 sièges sur 300, quelque chose comme ça. Donc, cette étape démocratique a été reconnue et avec beaucoup d'admiration par certains côtés à l'étranger. Vous avez le sentiment maintenant que les Coréens sont en train de sortir du tunnel, qu'il y a une vraie fierté d'avoir été capable de faire face à cette pandémie terrible avec une efficacité qui est quand même impressionnante. Alors, le discours ici, c'est il ne faut pas relâcher la garde, parce que le risque, c'est de se réjouir, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire que le virus est bien présent. On commence quand même aussi à s'inquiéter du fait qu'on se rend compte que l'immunisation fonctionne peut-être pas très bien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans ce virus, donc il faut être prudent. On va dire qu'on a fait diminuer la maladie. On est sur la bonne voie, on espère voir le bout du tunnel, mais ce n'est pas encore gagné. Et notamment, il y a beaucoup de messages d'alerte auprès des plus jeunes, parce qu'actuellement, les gens hospitalisés sont plutôt... les anciens font très attention, les générations d'un certain âge sont beaucoup plus, on va dire, disciplinées. Mais aujourd'hui, dans les personnes hospitalisées, sont plus des jeunes de 30 ans. Il y a un rappel qui est fait en direction de la jeunesse, et on va suivre là, les ouvertures. Le gouvernement a fait des ouvertures donc pour les messes, on reprend les messes ce samedi, mais avec beaucoup de mesures de précaution. Hein. Et donc, du coup, on va voir. Mais ça peut revenir. Ils nous disent bien qu'ils peuvent revenir sur des mesures plus dures parce qu'il y a l'exemple en Asie de Singapour quand même, qui a une deuxième vague très forte. Puis en Chine, dans la région de Harbin, je crois, il
Il y a toute une région, visiblement, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais il semblerait que l'épidémie repart, puisque la Russie vient de fermer sa frontière à cet endroit. Et puis, on a aussi l'inconnu de la Corée du Nord, où depuis quelques jours, on n'a aucune nouvelle du leader de Corée du Nord, Kim Jong-un. On voit beaucoup de photos avec des gens avec des masques. Donc, nous, on est très inquiets pour nos malades atteints de la tuberculose. Bien sûr. Parce que là-bas, en Corée du Nord, il n'y a pas de possibilité d'avoir de salles de réanimation pour les gens. Et, donc, ça peut être tragique. C'est plutôt bien. Les Coréens sont fiers. Oui, il y a une fierté. Bon, il y a aussi Taïwan qui a quand même bien travaillé aussi, je crois. Et puis, mais en même temps, voilà, il y a quand même, ça pèse encore. C'est pas l'euphorie. Absolument. Donc, c'est une bonne leçon pour nous aussi, qui allons entrer progressivement dans le déconfinement, de bien se rendre compte que la pandémie sera toujours là et qu'on ne va pas s'en débarrasser du jour au lendemain, même si les nouvelles sont plutôt encourageantes chez nous aussi. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a des moyens de se protéger. Mais il faut être assez rigoureux et ça va être long, quoi. C'est ça, c'est pas quelque chose qui va être. Il faut accepter que ça va être long et avec une certaine rigueur. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui sera le plus dur. Enfin, moi, je suis français, donc je le sais bien, je le vois bien. On a un esprit un peu gaulois qui fait qu'on aime bien passer à travers les règles parfois. Et bien là, mais pour une maladie, ça, c'est totalement impossible. On ne peut pas accepter ça. Il faut que chacun joue vraiment le jeu, quoi. Dernière question peut-être autour de l'économie, parce que là aussi, pour nous, une grande inquiétude, c'est la vie économique qui a été à l'arrêt pratiquement depuis 5-6 semaines. Est-ce que en Corée, vous avez l'impression que le monde économique continue à fonctionner et qu'il y a peut-être des changements, des manières de voir autres apportées par cette terrible pandémie? Je vais dire deux choses. La première, c'est par rapport à l'impact sur l'économie, il est très fort. Parce que même si, on va dire, les petits commerces, les restaurants n'ont pas fermé, les Coréens par eux-mêmes ont énormément diminué leurs sorties. Les entreprises ont cessé les repas d'affaires. Il n'y a plus de colloques internationaux à Séoul. Donc, du coup, il y a une baisse énorme. Alors, je regardais justement l'autre jour, il y a un magazine en Corée qui s'appelle Shisain et qui donnait un peu les relevés un peu de la crise. Et donc, il y a des secteurs qui ont vraiment été touchés. Par exemple, les agences de voyage, les petits restaurants, même si c'était ouvert, ils ont quand même été touchés. Il y a aussi tout le secteur de l'habillement. Il y a aussi le secteur ce qu'on appelle des hagwon, c'est-à-dire les enfants, après l'école, sont envoyés dans des instituts de formation en Corée le soir. Tout ça, ça a été très touché. Donc, les professeurs étrangers aussi. J'ai un ami là qui travaille dans l'industrie du luxe aussi, était très touché. Et du coup, il y a beaucoup d'arrêts de travail. Et le gouvernement, alors là, on a eu de la chance d'avoir, je crois, ce président, qui est un catholique d'ailleurs, président Moon, qui a décidé de prendre en charge 70% du salaire des gens mis en chômage technique pour éviter l'effondrement de l'économie. Et puis la deuxième chose, vous nous disiez qu'il y avait deux choses autour de l'économie et peut-être de la sortie avec de nouvelles manières de faire ou de nouvelles manières de oui, fonctionner. Alors, voilà, alors ça par contre, on est en Asie. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de rêves et il y a beaucoup de poésie sur le monde de demain. En Asie, la réflexion est beaucoup plus basique. Une épidémie, ça sert ni à améliorer, ni à faire régresser la vie. Il faut la traverser, passer, tirer des enseignements d'un point de vue technique pour quand on sera confronté à une nouvelle épidémie, essayer de résoudre le problème. Mais il n'y a pas le monde de demain avec toute la littérature que je peux en France. Même si c'est beau en même temps, je trouve, hein. Mais ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit ici. C'est vivement qu'on reparte comme avant et le plus vite possible. Vous êtes français, donc forcément, vous suivez la situation en France, mais aussi en Europe. Vous êtes plus inquiet justement sur la situation que vivent les pays européens que ce que a vécu l'Asie? Comment dire, j'ai un sentiment toujours de confiance, c'est-à-dire l'essentiel quand on est face à un problème, surtout qu'en Corée du Nord, je travaille depuis plus de 8 ans maintenant sur une épidémie importante, hein. La tuberculose, ça tue 1 500 000 personnes par an. C'est-à-dire que si on comptait les morts jour par jour, on serait à un chiffre qui serait tout à fait différent. Seulement, ça n'atteint pas les pays riches. Donc, on en parle beaucoup moins. Donc, c'est pour dire que même quand on a 1 500 000 morts par an, on arrive il y a des traitements, on arrive à trouver des attitudes, des moyens pour réduire la pandémie. Donc, je pense que là, avec les recherches, ça va prendre du temps. Bon, c'est vrai qu'un virus, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut le temps que la recherche s'exerce. Il va falloir trouver le vaccin et on va sûrement trouver des traitements qui vont réduire les effets. Si tout le monde joue le jeu, bon, bien sûr qu'il va y avoir encore peut-être 6 mois, 1 an difficile, mais on va y arriver. Et ça peut être l'occasion, au contraire, de grandir et peut-être de comprendre davantage que
c'est important de résoudre non seulement l'épidémie en France, mais dans le monde entier pour pas qu'elle ne revienne par la petite porte. Et puis les autres épidémies, hein, parce que là, on n'a pas le médicament, donc ça dure. Mais par exemple, la tuberculose, on a les médicaments. C'est une question de finance. On ne nous finance pas. On peut pas payer les pays pauvres ne peuvent pas payer les médicaments qui existent. Donc tout ça, il faudra aussi s'interroger pourquoi. Voilà. Plus de solidarité entre les pays. Bien sûr. Si peut-être une solution, peut-être pas miracle, mais aussi pour pouvoir avancer dans la lutte du Covid-19, mais dans la lutte de toutes ces maladies infectieuses. Alors c'est vrai que le virus, ça nous surprend toujours parce que c'est un caractère violent et puis on ne connaît pas, donc et puis ça touche tout le monde et puis ça touche, il faut reconnaître, les centres économiques et les pays riches aussi aujourd'hui. Hein. Et les maladies bactériennes, elles sont là aussi, elles existent, mais c'est un travail de profondeur. Mais bon, il ne faut pas opposer les choses. Aujourd'hui, le monde est confronté à cette épidémie, elle est grave et il faut la traverser et la solutionner. Écoutez, merci Christophe. On reviendra sans doute vous voir chez vous à Séoul. Oui. Pas en avion parce qu'il n'y en a plus beaucoup pour l'instant. Oui, non, mais justement par Skype. Et grand coucou de chez nous. Ça fait plaisir de maintenir le contact, même si on sait que vous revenez régulièrement nous voir. Oui, bien sûr, bien sûr. Kamsamnida, ça veut dire merci en coréen. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.